m'appelle Alison Salzano. Je suis enseignante. J'ai 38 ans, tout bientôt. J'ai quatre enfants vivants, voilà. Une grande qui a bientôt 17 ans, un garçon qui a 10, un autre garçon qui a 8 et une petite dernière qui a 4. Voilà. J'ai des enfants qui sont de 3 unions différentes, donc c'est un peu particulier. Ma première, je l'ai eue très jeune, à 19 ans. Elle est arrivée par accident, évidemment, suite à un changement de contraceptif. Je voulais arrêter la pilule. J'ai changé par un patch hormonal. Et puis, j'avais demandé à mon gynéco à l'époque si voilà, il fallait quand même se protéger pendant les quelques premiers mois de la mise en place du système. Il m'avait certifié que non, que non, que non. Puis en fait, au premier mois du changement, je suis tombée enceinte. Et à cette époque-là, comme j'avais déjà avorté une fois à mes 14 ans, j'avais fait un avortement tardif. J'ai avorté à plus de 3 mois, ce qui était un petit peu, voilà, un peu au-delà de la légalité. Et contre mon gré, mes parents m'ont vraiment forcé. J'avais vraiment essayé de cacher cette grossesse longtemps. Après coup, maintenant, je me dis, heureusement que mes parents m'ont, je crois, forcé la main à cette époque-là, même si c'était vraiment dur. Parce que c'est vrai que ma grossesse, malgré qu'elle ait été très, très facile à 19 ans, quel chemin d'être maman. Je pense pas que j'aurais pu l'être à 14, quoi, sincèrement. Donc, autant ouais, la perte de ce bébé-là m'a énormément fait souffrir, vraiment énormément. Autant par la suite, ouais, j'ai vraiment pu prendre ça comme un cadeau parce que ça m'a permis de faire des études quand même. Je suis devenue enseignante. Puis voilà, malgré que finalement, j'ai fait mes études en étant maman, puisque en Suisse, donc je vais en Suisse. Tu fais, vous, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais je crois que c'est le lycée. Nous, on appelle ça le gymnase. Donc moi, j'ai été enceinte au lycée. Donc voilà, donc j'ai quand même fait après mes universités en étant déjà maman. Mais je pense pas pu arriver là où j'en suis si j'avais eu un bébé à 14. Donc, ma fille, quand je suis tombée enceinte d'elle, c'était hors de question que je repasse par la case avortement. Donc, c'était évident que j'allais la garder. À l'époque où j'étais enceinte, à 14 ans, j'avais des très bonnes amies qui leur mère avait tout accouché à la maison. Donc, j'ai toujours eu ce lien, en fait, avec l'accouchement à domicile et la naissance naturelle, puisque voilà, j'ai toujours eu ce truc. J'avais pris une sage-femme, d'ailleurs, pour la grossesse que j'ai avortée. Puis finalement, j'avais abandonné. Et puis, quand je suis tombée enceinte à 19 ans, j'ai pris une sage-femme aussi, par réflexe, en fait, simplement parce que tu fais ce que tes proches ont fait. J'avais une copine qui avait eu aussi un bébé à 20 ans, qui avait accouché à la maison. Et puis, je ne sais pas, tout d'un coup, tu sais, j'avais un look très hippie comme ça. J'étais déjà un petit peu hors norme, on va dire, dans ma façon d'être et de penser. Et tout d'un coup, j'avais tellement besoin qu'on me valide, en fait. J'avais tellement besoin qu'on me donne ma place de vraie maman comme toutes les autres que j'avais tout d'un coup l'impression d'être vraiment hors norme en prenant une sage-femme et en faisant un suivi avec une sage-femme que finalement, je crois qu'à 4 ou 5 mois, j'ai décidé de changer. Et je suis allée vers un gynéco, quoi. Et fondamentalement, c'est la pire chose enfin, si tu veux, c'est que j'avais toutes les clés pour que tout aille bien et j'ai tout bousillé, mais je pense que, bon voilà, c'était mon histoire, quoi. Je suis allée chez une gynécologue tout à fait sympathique, mais extrêmement très patriarcale quand même et très ancrée dans ses traditions. Donc voilà, j'ai eu un suivi totalement ordinaire, comme toute femme en France, je pense aussi. Et j'ai accouché donc à l'hôpital. Et mon premier enfantement s'est fait de façon très étrange. C'est que moi, j'ai eu un post-terme de 10 jours. J'étais très, très grosse, j'avais un ventre énorme. J'ai pris 28 kilos, donc c'était vraiment beaucoup. Et bon, tout allait bien, donc on m'a laissé attendre. Un jour, j'ai vraiment, tout d'un coup, c'est venu. J'ai bien contracté tout ça. Du coup, je me suis dit, c'est toutes les 5 minutes, pendant 2 heures. J'avais pas vraiment mal, mais c'était la première fois que je contractais. J'avais jamais eu de contraction avant. Donc, je suis allée à l'hôpital et
on m'a fait un toucher et on m'a dit, bah, vous êtes déjà à 7, vous n'avez pas plus mal que ça. Puis moi, j'étais là, non, pas tellement. Bon, bah ok, en tout cas, je pense cette fois, vous allez pouvoir accoucher sans péridurale. Et tu sais, sur mon plan de naissance, pour te dire, je ne sais pas d'où j'avais ça, mais moi, je viens d'une lignée de femmes qui ont énormément toutes souffert à la naissance, quoi, à leur accouchement. Ma mère a par même peur, elle a toujours espéré avoir des césariennes. Elle a demandé des césariennes. Donc, on est tous, on est 3, on est tous nés par césarienne. Donc, vraiment, des récits, vraiment, comme beaucoup, quoi. Et du coup, moi, j'avais fait un plan de naissance quand même. Donc, ça, j'avais eu, la conscience du plan de naissance, même si fondamentalement, j'avais aucune connaissance pour le remplir correctement. Et j'avais mis dedans, en gros, en rouge, je ne veux pas souffrir. Je veux une péridurale, tu vois, vraiment en énorme, quoi, sur mon dossier. Et là, j'étais là, quoi, comment ça, je ne vais pas avoir de péridurale, c'est hors de question. Enfin, pourtant, j'avais pas mal. C'était vraiment, ça contractait, mais sans douleur, quoi. Bon, alors, on va à la salle d'accouchement et tout. Puis, je sais pas, j'ai vraiment eu un truc, c'était irréel, quoi. Et il y a eu une autre sage-femme qui est venue, qui m'a fait le toucher. Et là, je n'ai encore pas compris si potentiellement, ils se sont trompés ou si mon corps, enfin, je ne sais pas, mais elle touche et elle me dit, vous êtes qu'à 3. Je dis, OK, donc on m'a déjà fait 2 touchés vaginales, on m'a dit que j'étais à 8, que j'allais accoucher, maintenant vous me dites que je suis à 3, puis elle me dit, ouais, voilà, du coup, on rechange, vous n'allez plus en salle d'accouchement, quoi. Et là, plus aucune contraction, fini, je ne contractais plus, c'était terminé pendant 24 heures. 24 heures, je suis restée à l'hôpital sans aucune contraction. Le lendemain, on est venu me menacer en fait d'une césarienne en fait. C'est très bizarre quoi. J'arrive toujours pas à comprendre comment en fait on est passé pourquoi une césarienne, mais bref. À l'époque, je me posais pas de questions. J'étais limite à me dire ouais bon bah tant mieux hein, que ça finisse parce que j'en pouvais plus quoi. J'en avais tellement marre de cette grossesse. Et là ils me disent bon alors, on vous donne 2 heures et on réévalue dans 2 heures. Il a à peine quitté la pièce que là j'entends vraiment comme un ballon de baudruche qui éclate en moi. Vraiment une impression extrêmement étrange. Je me lève et en fait, c'est vraiment les os, mais vraiment une quantité qu'on n'imagine pas, surtout quand on a 19 ans, on croit que c'est comme dans les films. Et là, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Et vraiment des contractions, mais mon Dieu. Alors, plus du tout les mêmes contractions, des contractions extrêmement violentes. Et finalement, en 2 heures, j'ai donné naissance à ma fille. Donc, ça a été extrêmement rapide, fort, mais extrêmement violent. Je me rappelle qu'en fait, je n'étais pas du tout préparée à ça. J'ai exigé une péridurale parce qu'en fait, c'était extrêmement violent. Et que comme ça allait tellement vite, ils m'ont posé une rachie. Donc, voilà, comme on imagine bien, la suite, la poussée a été extrêmement longue. Enfin, extrêmement, non, elle était que d'1 heure, mais elle était vraiment faite dans des conditions où j'ai eu vraiment des grosses expressions abdominales et une épisiotomie qui m'a valu 40 points de suture. Donc vraiment, ouais, vraiment, c'était le truc. Et en fait, c'était très bizarre parce que dans tout ça, tu vois, j'avais l'impression que c'était normal, en fait. Pendant longtemps, je n'avais pas pris conscience que... Alors, le père de ma fille était extrêmement choqué. Vraiment, il était à côté de moi et il se souvient être vraiment, il a l'impression que c'était vraiment de la maltraitance. Les sages-femmes avaient pris des draps, les bouts de draps de la table d'accouchement, elles me l'avaient lacé autour et elles avaient tiré comme des folles, puis après elles appuyaient avec leurs coudes. J'ai eu une côte cassée d'ailleurs. Donc c'était extrêmement violent pour faire sortir ma fille, quoi. Et voilà, ça c'était mon entrée dans la maternité où vraiment, il y avait ce côté vraiment, vraiment gore, quoi, tu vois, mais en même temps, tu te dis, bon, c'est ça, donner la vie, hein, c'est pas tu cuis les petites fleurs, quoi. Et là, vraiment, en plus, ça a un peu forcé ma croyance, comme quoi j'avais très bien fait d'aller à l'hôpital, quoi, que si j'étais restée à la maison, mais mon Dieu, Dieu sait ce que ça aurait été. Donc, en plus, tu vois, ça a complètement renforcé le fait qu'en fait, je faisais bien d'être à l'hôpital, quoi. Donc, vraiment, voilà, j'en suis sortie donc, avec 40 points de suture sur mon périnée, donc externe, interne. Et ça a été pendant 2 ans des TOC qui ont vraiment commencé chez moi. J'étais obsédée par mon périnée, par mon intimité, si tu veux. Je voulais, ça me grattait souvent, c'était longtemps extrêmement désagréable. J'avais développé des TOC, tu sais, je voulais aller prendre un bain.
Et puis, en fait, à coup, je me disais, ah mince, je viens de nettoyer la baignoire. Donc, les produits que j'ai mis à l'intérieur vont m'endommager. Donc, en fait, il faut que je relave mais son produit. Puis, je renettoyais toute ma baignoire sans produit pour enfin prendre un bain. Ou j'attendais 2 jours pour prendre un bain pour pas qu'il... Enfin, bref. Je me nettoyais, je sais pas combien de fois, les mains parce que j'avais peur que ça s'infecte. Enfin, bref. Je te passe les détails, mais ça a vraiment été un trauma assez lourd et long. Et voilà. Et quand j'étais enceinte de mon deuxième, j'avais 27 ans, 25, bon, 26 ans. Donc, ça fait quelques années après. Et du coup, j'avais toujours qu'il fallait que j'accouche à l'hôpital, quoi, parce que ma maternité m'avait bien appris ça. Et j'étais toujours chez le même gynéco. J'étais plus avec le même papa, puisque enfin, le papa de ma fille est quand même globalement quelqu'un avec qui je ne me serais pas vue en fait, fonder une famille. Quoi. J'avais 19 ans. Ben, avec le père de mes fils, vraiment, c'était, voilà, on avait décidé de fonder une famille, etc. On a eu notre petit, on a décidé de faire un suivi totalement ordinaire. Et là encore, je venais d'être enseignante titulaire. J'avais vraiment envie de correspondre à la société, vraiment. J'avais encore vraiment ce besoin-là. Et pour moi, c'était de toute façon évident, quoi. On n'allait pas ailleurs. L'accouchement de mon fils, c'était un déclenchement parce qu'il manquait de liquide. Honnêtement, pour moi, ça n'a pas été du tout des douleurs plus violentes que mon premier enfantement. C'était exactement pareil, voire même un peu moins fort. Donc, pour moi, je ne sais pas, voilà. Mais au point où, en fait, comme j'avais tellement plus dans mon conscient que c'était un truc vraiment violent, qu'en fait, j'étais loin, sans péri. Et à un moment donné, ben, en fait, tout s'est enchaîné. Tout allait en fait bien. Et finalement, ben, j'ai donné naissance finalement sans péri pour mon deuxième, mais en position obstétricale et tout y quanti. Et en fait, tout le travail, je l'ai fait de nuit, toute seule, parce que mon homme était en train de dormir. Et pendant que j'étais à quatre pattes, ça avançait vraiment bien. À partir du moment qu'on m'a de nouveau transférée en salle de naissance, on m'a demandé de me coucher sur le dos. Et à partir de là, ça a été beaucoup moins efficace. Et à nouveau, j'ai eu une poussée qui a duré 1 heure. Et mon fils en est sorti inanimé. Enfin, il était vraiment très bleu. Il avait eu un cordon autour du cou, certes, mais voilà, c'est pas ça. Donc, ils ont dû un peu le réanimer. Ils ont dû un peu le mettre après sous oxygène. Il était un temps un peu en couveuse. Il n'était pas en super état, quoi. Mais à ce moment-là, j'ai quand même eu un déclic. C'est que je me suis quand même dit, ça allait quand même vachement mieux quand j'étais toute seule et que je pouvais bouger que quand on m'a mis sur le dos et qu'en fait, tout c'est... Voilà, là, vraiment, j'avais eu vraiment une éclaircie, quoi. Et quand je suis tombée enceinte de mon troisième, là, vraiment, c'était très clair. Je me suis dit, alors là, parce qu'en fait, j'ai eu aussi une épisiotomie pour le deuxième, donc un moins violent, ordinaire, mais j'ai eu une épisio. Et mon troisième, je me suis dit, OK, bon, si je n'ai pas envie de me chier dessus et de me pisser dessus en étant vieille, il faut que cette fois, je sorte de la structure, quoi. C'était vraiment évident. Faut que je trouve une autre alternative, il faut plus que j'accouche là-bas. Ça, c'était vraiment évident. Donc, je m'étais dit, bon, je vais accoucher dans une maison de naissance. Et puis, en même temps, c'était assez drôle, parce que j'avais des réflexions sur d'où viennent les enfants, etc. Et j'avais commencé une formation de doula, quoi, pour d'autres raisons, pas du tout vraiment liées à la naissance, mais comme quoi, voilà. Et entre ma formation de doula et qui commence à m'ouvrir plein d'horizons pendant cette troisième grossesse où vraiment j'étais en train de complètement m'ouvrir à toute la physiologie, à la compréhension, plus j'ai voulu forcément m'appartenir à la naissance. Donc j'avais déjà choisi une maison de naissance, seulement mon bébé s'est mis en siège. Donc voilà, donc, j'ai eu un bébé en siège que je me suis acharnée à essayer de tourner. Chose que maintenant j'ai appris, je pense, je suis une doula qui conseille de plutôt accepter ou de vivre ces moments, mais de ne pas perdre son temps à vouloir tourner ses bébés parce qu'on passe à côté des fois de beaucoup de choses. Et donc, j'ai beaucoup perdu de temps. J'ai quand même, paradoxalement, j'espérais vraiment qu'il se tourne, mais en même temps, j'ai quand même choisi un hôpital et j'ai cherché un gynécologue qui était OK de m'accoucher que j'accouche par voie basse en siège. Donc, j'ai quand même fait ça.
Il y en a très peu en Suisse. Enfin, il y en avait à l'époque très peu. C'était en 2014, donc il n'y en avait que dans un canton. Il n'y avait rien d'autre. Et puis, il était expérimenté, soi-disant, mais plutôt moyen, quoi. En fait, il y avait très peu de femmes qui, au final, allaient jusqu'au bout de leur projet. Donc, tu savais que ouais, c'était bon, mais que tu avais quand même de fortes chances de finir en césarienne. Et je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de suffisamment... parce que comme je me suis tellement acharnée à vouloir le tourner, ce bébé, je ne me suis pas assez empuissancée pour accoucher voix basse avec un siège, quoi. Donc, j'avais quand même beaucoup, beaucoup de peur quand même de ce voix basse. Mais à ce moment-là, de ce troisième enfantement, j'avais une doula. Donc, ça, c'était déjà cool. J'avais négocié que la doula, elle puisse être avec moi à l'hôpital. Et ça, c'était vraiment, vraiment cool. Mon partenaire avait vraiment pu suivre tout le processus de ma formation et puis il avait eu du coup notre doula et puis il était beaucoup plus investi. Il ne dormait pas du coup pendant que j'accouchais, quoi. Il était vraiment là, donc il a vraiment pu m'accompagner dans mon accouchement. Et ça fait beaucoup la différence. Mais pour te dire exactement, donc mon troisième, j'insistais toujours, je voulais une version manuelle après avoir fait plein d'autres choses. Et la version manuelle était prévue par le gynécologue qui était d'accord pour le voix basse en siège. Et j'avais encore un oligoamnios, donc encore un manque de liquide amniotique. Donc, ce n'était pas très indiqué de faire ça parce que quand on a un manque de liquide, forte chance de rompre la poche. Mais j'étais tellement focus, je voulais mon accouchement. En plus, j'avais changé de projet, j'accouchais pour maison de naissance, j'accouchais à la maison, j'avais trouvé une sage-femme pour la maison. Donc, je voulais tellement mon accouchement à la maison que voilà, j'ai insisté et il a été d'accord de me faire ma version. Le truc, c'est que ma version a fait rompre ma poche. Et du coup, mon bébé devait naître, enfin, malgré qu'il n'y avait aucune contraction. Mais vraiment aucune. Donc là, à nouveau, j'ai insisté, parce que normalement, on ne provoque pas sur un bébé en siège non plus. En tout cas, pas en Suisse, voilà. Et j'ai insisté, ils ont été d'accord de me déclencher au Saint-Ossinon. Donc, j'ai eu un deuxième déclenchement qui était vraiment pas du tout douloureux, vraiment. J'ai eu du coup tout un travail qui a été fait, je pense, jusqu'à... Ouais, j'ai fait un petit essai de poussée, mais donc je pense que je devais être quand même vers 8 à mon avis, mais c'était tellement un accouchement doux parce que en fait, des fesses, ça n'a tellement rien à voir. Enfin, mon fils se présentait vraiment avec les fesses, pas avec les pieds. Hein. Donc, c'était vraiment tellement doux comparé à une tête que moi, j'avais le sentiment que c'était comme si j'étais dilatée à 4-6, quoi. C'était vraiment, ouais, trop, trop bien. Et on a fait un essai de poussée. Il trouvait qu'il était encore trop. Il a commencé à un petit peu se bouger bizarrement, mon fils. Et puis, il m'a dit, bon, écoutez, moi, je dois bientôt y aller. Enfin, il avait son planning. Il faut qu'on aille en césarienne, je pense. Et puis, voilà, quoi. Il n'y avait pas de... Enfin, il me disait, en gros, ouais, je peux vous laisser aller, mais de toute façon, après, les autres ne seront pas d'accord. Donc, de toute façon, ça serait une césarienne, quoi. Donc, voilà. Donc, un peu par manque de pas de chance, quoi, j'ai fini en césarienne. Et c'était vraiment très, très spécial, quoi, parce que tu vois, tu entres dans ce bloc que toi, tu connais fort bien. Mais moi, j'ai eu vraiment l'impression d'entrer dans une usine à... Et ouais, je sais pas comment dire. Bon, déjà, je crois qu'on me l'avait dit que j'avais les mains attachées en croix, mais en fait, tu en prends conscience que quand tu es là, que tu peux pas bouger, en fait, que tu es vraiment coincé. Et en fait, à ce moment-là, on m'avait jamais dit à quel point. Alors, on m'a dit aussi que c'est parce que mon fils, entre-temps, était vraiment descendu dans le fond du bassin. Mais moi, vraiment, mon corps a sauté sur cette table. Ils ont eu un peu de peine à le décoincer de mon bassin. J'ai une très grosse cicatrice, mais ouais, c'était vraiment violent, quoi. Je sentais vraiment mon corps taper, quoi, comme ça. Et c'était assez impressionnant, quoi. Mais c'était tellement rapide. En fait, j'avais l'impression d'être dans une usine à bébé, quoi. Tu entres, puis pouf, pouf, ah ben, t'as ton bébé. Puis tu ressors, tu sais, j'avais l'impression d'être entrée dans un petit four, et puis dans la Charlie et la chocolaterie, quoi. C'était vraiment très bizarre, quoi. Et en plus, pendant toute ma grossesse, pour mon troisième, j'étais sûre que c'était une fille. Et en fait, on m'annonce que c'est un garçon. Donc, c'était très étrange parce que j'étais hyper embrumée. Je me dis, quoi, c'est un garçon? Mais...
Et je réalisais pas, en fait, vraiment, parce que j'étais persuadée que c'était une fille. Puis je me disais, heureusement vraiment que je suis certaine que ce bébé-là, il est parti avec son père. Parce que honnêtement, je ne sais pas si tu es capable en tant que mère de reconnaître ton bébé après une césarienne, quoi. Sincèrement, en tout cas, moi, je suis pas sûre que j'aurais reconnu mon fils, quoi, honnêtement. Donc, voilà. Et après, j'ai trouvé très dur parce qu'il y a eu ce moment où tu attends que tes jambes, elles bougent pour pouvoir retrouver ton bébé. Et ça, je trouve vraiment, mais ouais. Ces protocoles-là doivent être abolis. Je ne comprends pas. Le bébé doit revenir vers la mère, mais j'avais tous mes tripes et tous mes sens qui appelaient mon bébé. C'était un truc de malade. Donc ça, c'était assez dur. Ma doula, à ce moment-là, je sais qu'elle a vraiment fait un gros, gros boulot. C'est qu'elle a insisté pour que mon plan de naissance soit respecté. C'est-à-dire que j'avais demandé qu'il n'y ait pas d'eau sucrée et qu'on m'amène mon bébé, en fait. Voilà. Et ça, elle a tout le long, elle a tenu tête au médecin en disant vous avez le droit de donner de l'eau sucrée, mais vous allez dire à la maman avant parce qu'elle n'est pas OK. Et puis que moi, je ne peux pas valider le fait que vous alliez donner de l'eau sucrée, vous voyez. Donc, c'était vraiment chouette. C'était une belle team. Et puis, grâce à ça, heureusement, mon fils a pu avoir le sein plus vite que normalement. Et ça, je remercierai jamais assez. Comme quoi, une présence comme ça peut avoir des belles conséquences parce que, honnêtement, voilà, j'ai pu avoir un très bel allaitement malgré tout. Et ouais, je pense que c'est clairement aussi en partie grâce à ça. J'ai découvert vraiment la douleur que c'était aussi. Je dirais, c'était très bizarre parce que, de nouveau, la césarienne et mon accouchement, j'ai pas eu l'impression d'avoir souffert. Ça m'a manqué d'avoir eu en fait ce truc où à un moment donné tu souffres. Je sais pas. La plupart des gens me trouvent complètement gaga de dire ça, mais moi vraiment ça, ouais. Enfin, tu vois, moi ça m'a vraiment manqué. Enfin, j'étais vraiment comme pas digne. Et pendant les 24 heures là, tu sais, moi comme j'étais un utérus multipare, on m'a donné du syntocinon encore pour contracter. Alors que mon utérus avait déjà contracté pour la dilatation avant. Mais tout le monde n'était pas tout au courant. Alors, il voulait quand même me mettre une poche de Synto, quoi. Et là, par contre, c'était vraiment une douleur parce que j'ai refusé la morphine. Évidemment, je suis quelqu'un, je ne voulais pas prendre de morphine et de médicaments antidouleurs pour le transmettre dans mon lait. Et ce Synto, par contre, en postnatal, là, j'ai vraiment cru que j'allais crever, quoi. Sur cet utérus-là, je tenais plus. Et je me rappelle avoir appelé ma sage-femme et elle m'a dit, OK, tu l'arraches comme ci, comme ça. Je faisais avec la vidéo et j'ai arraché ma perf. Et je l'ai vidée, quoi, comme je pouvais dans une petite bouteille de PET. Et je l'ai remise parce que, en fait, vraiment, j'étais en train de vraiment partir mais genre comme une dépression sévère en super peu de temps, quoi. C'était un truc de fou. Et je pense que d'avoir fait une désobéissance un peu médicale comme ça, je ne sais pas comment dire, mais ça m'a hyper empuissancée. Et ça m'a fait me dire, OK, en fait, il n'y a plus personne maintenant qui va me dire en fait quoi faire en fait à ma place, quoi. Et ça a été vraiment aussi un virement, quoi, de mon histoire. Ça a vraiment été un point central. C'est que vraiment la grossesse de mon fils Arsène, j'ai dû me positionner, j'ai dû vraiment aller chercher les gens, chose que moi, j'ai une grande gueule et tout, mais en fait, tu sais, je suis quelqu'un qui, si on me dit quelque chose, j'aime pas déranger. Je veux jamais déranger. Je veux toujours arranger les choses et tout. Et j'ai toujours fait ça. Et là, pour cette troisième grossesse, je me suis quand même imposée. C'est-à-dire que j'ai quand même dû aller chercher les gens, leur réclamer des trucs, chose que ça, je fais jamais. Et là, d'avoir fait ça, c'était comme si on avait ouvert un bouton qui n'était pas allumé chez moi et puis qui disait maintenant, tu vas t'autoriser à faire des trucs que normalement on ne fait pas. Et à partir de là, c'était ouverture, quoi. Désobéissance civile. Non, mais voilà, globalement, c'était genre, voilà, maintenant, je peux m'autoriser, je suis maître de mon corps, j'estime ce qui est le mieux pour moi, et puis je choisis en conscience, quoi. Et personne ne va m'imposer une perf ou personne ne m'imposera plus rien sur mon corps à moi, quoi.
c'était comme aussi un trop-plein de trop de choses, quoi. Et pendant la césarienne, c'était drôle parce que le médecin, il me fait Madame Salzano, j'imagine que vous n'allez pas vouloir rester pendant 3 à 7 jours à l'hôpital. Je dis évidemment non. Il me dit alors je vais vous recoudre, je vais vous mettre de la colle. Comme ça, vous pourrez repartir dans 24 heures. Puis j'ai été, écoutez, parfait. Donc il m'a mis de la colle et j'ai quitté l'hôpital pour 24 heures. Et c'était vraiment pour moi salutaire parce que ces heures qui ont été où on m'a mis du Synto, où on m'a empêché de... Après, vraiment, elles ont fait des trucs vraiment spéciaux, où elles m'ont privé de mon bébé. Enfin, c'était vraiment très bizarre. Je me dis, heureusement que j'ai pu rentrer extrêmement tôt et reprendre confiance en moi. Malgré le fait que, du coup, tu te reposes moins quand même alors que tu viens d'être césarisée et puis qu'en fait, tu ne prends pas conscience que en fait, c'est quand même une grosse opération puis que tu risques de le payer beaucoup plus tard. Mais tout ça, j'ai trouvé que c'était des expériences qui me permettent maintenant de pouvoir accompagner clairement mes clientes. Chose que, en fait, tu le sais en théorie, mais quand tu le vis, je trouve que c'est vachement différent, quoi. Puis de pouvoir dire, ouais, en fait, tu sais, là, je sais que tu as envie de faire, je sais que tu te sens bien parce qu'en fait, tu es passé dans une usine à bébé. Mais en fait, tu risques de le payer encore sur longtemps de façon beaucoup plus vicieuse, quoi. Donc, protège-toi, fais attention. Donc, voilà. Donc, ça, c'était vraiment l'histoire d'Arsène. Et du coup, c'était vraiment obsessionnel, mais obsessionnel, qu'il fallait que j'aie un 4e enfant. Alors, j'avais toujours eu l'idée que j'aurais 4 enfants. On a toujours décidé qu'on aurait 4 enfants avec le père de mon fils. Mais là, ça devenait obsessionnel parce qu'en fait, j'avais tellement projeté ma naissance, enfin cet accouchement, j'avais tellement projeté une naissance parfaite. Puis que là, on me l'avait volé, en guillemets, par circonstance. Mais tu sais que j'en voulais un peu à mon fils, même aussi. À un moment donné, pendant longtemps, j'ai presque... quand il était en moi, je lui appuyais souvent sur la tête comme ça en me disant « Mais pourquoi tu ne te retournes pas ?» Et puis, j'avais un peu une agressivité des fois avec lui. Et j'ai honte, hein, vraiment, maintenant, j'ai honte. Je me dis, mais t'étais complètement, folle, quoi. Suite à ça, c'est vrai que j'étais obsédée par, il faut que je revive une naissance qui me répare, quoi. Et j'étais comme convaincue que, malheureusement, il n'y aurait rien pour moi, à part une naissance qui pourrait me réparer, quoi. Que je pourrais faire tout ce que je veux autre. Que malheureusement, il n'y aurait rien d'autre qui pourrait me réparer. Et ça, c'était très clair, quoi. Alors, ça ne posait pas problème à mon homme parce que on voulait de toute façon un 4e, mais du coup, j'ai vraiment mis toutes les choses de mon côté pour que je puisse avoir mon voix basse. Donc, je vais commencer à extrêmement me renseigner sur Césarine, qui est le site pour les césariennes, quoi. Et il y avait comme quoi, voilà, si tu attendais quand même 2 ans, tu avais vraiment de meilleures chances de mettre de ton côté. Donc, je m'étais dit, voilà, je vais déjà en tout cas attendre ces 2 ans parce que je veux mettre toutes les chances de mon côté. Et en attendant, du coup, je suis vraiment tombée, j'étais, coup de foudre, vraiment, le coup de foudre de ma vie que j'ai eu avec du coup un autre homme. Vraiment, voilà, mon âme sœur, vraiment l'amour total et tout. J'ai tout quitté, enfin, ouais. Et je me suis remis en couple vraiment avec l'amour de ma vie. Et puis finalement, le projet bébé, j'en avais plus très envie en fait. Parce que première fois de ma vie que j'avais une semaine. Alors, je m'entends toujours extrêmement bien en plus avec les pères de mes enfants, donc c'est vraiment bonheur. Mais on avait fait une semaine en alternance, donc une semaine, j'avais pas d'enfants, une semaine, j'avais des enfants. Donc, tu sais, tu revis quand tu n'as pas d'enfants. Et j'étais presque là, en fait, à me dire, en fait, je crois que j'aurais plus besoin de grossesse, quoi. Je suis OK comme ça va le faire. Mais l'amoureux avait vraiment envie d'un bébé, quoi. Il n'en avait pas et il en voulait absolument un. Il voulait absolument un en plus avec moi. Donc, voilà, je me suis relancée dans ce projet avec lui et je suis tombée enceinte très facilement aussi. Et j'ai vraiment tout mis en place pour avoir mon accouchement à domicile. Mais déjà, avant d'être enceinte, j'avais déjà écrit à beaucoup de sages-femmes pour voir qui serait d'accord de me suivre. Parce que j'ai une amie sage-femme qui était ma sage-femme déjà pour Arsène.
qui était OK, mais qui partait sans doute en voyage, donc je ne pouvais pas me fier qu'à elle, quoi. Donc, il fallait absolument que j'ai d'autres personnes, quoi. Et j'en ai trouvé 2, donc en tout, qui étaient OK de me suivre. Donc, j'étais hyper sereine, en fait, de me dire, bon, ben voilà, j'ai 2 personnes de ressources et je vais faire cet accouchement à domicile. Et donc, j'ai attendu les 2 ans. Donc, ça, c'était bon, du coup, grâce à une nouvelle aventure amoureuse. Et, et voilà, et je me suis lancée dans ce projet-là. J'en ai pas trop parlé, j'ai été assez discrète parce que je me suis retirée de tout en fait. Avec Arsène, par exemple, tu vois, j'avais le projet d'accouchement à domicile, mais j'avais quand même un gynéco, j'allais quand même faire les échographies chez le gynéco. Là, j'ai décidé de tout. Je voulais plus de gynéco, je voulais plus rien, je voulais plus avoir affaire à aucune personne médicale. Donc, en fait, je me remettais qu'à ma sage-femme et à moi-même. Et j'allais faire des échographies dans un centre échographique quand j'en avais, si j'étais OK de les faire. Donc, j'en ai fait 2 et puis voilà. Et le seul truc que m'a demandé ma sage-femme, ça a été la mesure du segment inférieur, qui est très controversée, que moi, je savais que ça ne servait pas à grand-chose, mais je respectais qu'elle en ait le besoin, en tout cas. Voilà. Et j'étais OK d'aller le faire pour elle, parce qu'elle m'avait dit que c'est une sage-femme ultra traditionnelle qui travaille vraiment à l'ancienne. Et puis, du coup, tu sais, quand tu travailles à l'ancienne, puis de façon extrêmement quantique, tu es beaucoup critiqué, même dans le monde des sages-femmes. Le monde des sages-femmes est un monde de putes. Je choque les gens en disant ça, mais je me permets de le dire parce que je connais ce milieu pour le voir, pour l'observer. Et le mot sororité n'existe pas tant dans le milieu de la sage-femmerie. Je pense que c'est même dangereux, ce milieu-là. Et je comprends en fait, on en vienne à devoir ultra se protéger. Voilà, quoi. Et c'est dommage, c'est de nouveau pour les patients, les clients, je vais plutôt les appeler comme ça parce qu'on devrait être des clients pour tout le monde et pas des patients. C'est nous les clients qui en payons les frais, mais voilà. Donc, elle m'avait demandé ça, qu'au cas où je devais être transférée, elle ne voulait pas qu'on vienne dire qu'elle avait mal fait son job, quoi. Et donc, je suis allée à cette échographie. Donc, c'était de toute façon la dernière. Je crois que c'était à 36 ou 37 semaines. Ça a vérifié aussi que mon bébé, parce qu'il était en transverse jusque-là, avait la tête en bas. Donc, c'était aussi très bien pour moi. Et puis, en même temps, on demandait le segment. Et à ce moment-là, moi, j'avais demandé à ne pas le savoir. Je ne voulais pas le savoir. Mais l'échographe m'a dit, ah ben, vous n'aurez pas le droit à votre voix basse. Et je dis pardon, enfin voilà. Elle me fait non, je vais écrire un mail au CHUV, donc c'est un endroit, c'est un hôpital, l'hôpital universitaire de ma région, dans lequel je n'allais pas accoucher en plus, mais voilà. Pour dire que vous ne pouvez pas accoucher voix basse, quoi, qu'il faut programmer une césarienne. Et là, je lui dis, alors, vous allez écrire à personne parce que je ne vais pas au CHUV, et puis en fait, ce n'est pas de votre responsabilité, donc, stop, quoi. Et j'ai simplement pris le truc, voilà, machin. J'ai amené à ma sage-femme ce qu'elle avait besoin. Mais du coup, si tu veux, j'ai été complètement perturbée par ça parce que, voilà, ouais, je savais que la mesure cicatricielle du CHUV, elle est assez haute. Il faut pouvoir accoucher en ayant un 2,5 ou 2,7 de segment. Enfin, bon, je me disais, OK, il est en dessous, quoi. Donc voilà, il est en dessous. Est-ce qu'il est un petit peu en dessous voilà. Enfin, comme je n'ai pas voulu savoir, je ne savais pas. Donc voilà. Ma sage-femme a vu les résultats et elle m'a dit non, mais c'est OK, tu sais, il ne faut pas t'inquiéter. Les recherches, enfin, elle était hyper rassurante, quoi. Elle vraiment, elle m'a dit ça ne change rien. On y va comme ça c'est pas important pour moi. Par la suite, j'ai appris que mon segment était inférieur à 1. Il était à 0,7 ou 0,9, je ne sais plus, mais très peu, quoi. Je pense que heureusement que je ne le savais pas parce que là, c'était déjà un handicap, mais ça aurait été vraiment un sacré handicap de le savoir. Surtout que toute ma grossesse, chaque fois que j'allais à selle, j'avais mal à ma cicatrice, quoi. Chaque fois que je poussais, je sentais ma cicatrice.
Et j'étais là, mais c'est vraiment space, quoi, alors que c'est pas le même endroit. Je fais juste un effort de pousser et en fait, ça me touche ma cicatrice, quoi. Puis j'étais allée sur les forums de césarine. J'avais aussi lu des trucs sur le césarine pour voir si d'autres femmes vivaient ça, quoi. Et il y avait absolument personne qui parlait de ça. Moi, j'ai lu des trucs, personne ne parle de ça. J'ai posté une fois, tout le monde, non, non, alors moi, rien, là, là, là. Donc, j'ai quand même, ça m'a quand même bien travaillé toute cette fin de grossesse entre cette mesure qui était basse, que je savais basse, mais je ne savais pas combien, et le fait que toute ma grossesse, quand même, chaque fois que j'allais à selle, je sentais ma cicatrice, quoi. Il faut savoir un truc, c'est que moi, de tous mes accouchements, j'ai jamais eu d'utérus qui a contracté avant. Jamais. Le jour où ça a contracté, c'était le jour où j'ai accouché, quoi. Mais pour ma dernière, j'ai commencé à contracter. Alors, j'avais fissuré la poche à 23 semaines, donc j'avais eu un alitement que j'avais négocié à domicile, là encore. Ma sage-femme venait plusieurs fois par jour faire des monitos. Enfin, bon, voilà. Ma poche s'était recolmatée, donc tout bien. Alors, est-ce que ça a contribué? J'en sais rien. Mais moi, depuis mes 34 semaines, j'ai contracté tous les jours comme si ça allait annoncer le début de travail. Tu vois, tu sens que tout est en train de se mettre en place. Des fois, même, ça contracte pendant plusieurs heures ou 5 minutes, puis tout, ça s'arrête, quoi. Donc, c'était vraiment super spécial. Donc, chaque fois, je ne savais pas si j'allais pouvoir accoucher à la maison ou pas. Voilà, à 37 semaines, j'étais là, yes, c'est bon et tout. Et puis, en plus, ça a été en transverse jusqu'à 37 semaines. Donc, en plus, j'étais chaque fois en stress de me dire, oh mon Dieu, est-ce qu'elle s'est mise ou pas et ça. À 37 semaines, elle s'est mise tête en bas. Et à 37 semaines, j'ai commencé à contracter tous les jours. Mais tous les jours, plusieurs heures, et ça se stoppait, quoi. Un truc vraiment de malade, hein, où tu commences à te dire, non mais là, c'est quoi le problème, quoi. Pourtant, qu'est-ce que c'est courant, quoi. Surtout quand tu es une multipart. Mais voilà, moi, je n'avais jamais eu ça. Voilà, j'avais même pas encore eu trop de clientes qui avaient eu ça à cette époque-là. C'est drôle comme on attire quand même les gens je sais pas, qui ont des histoires qui nous ressemblent, quoi. Et maintenant, j'en ai plein qui ont ça, tu vois, donc c'est drôle. Et donc, j'avais ça, et j'étais, ah non, mais c'est pas vrai, et tout. Et ma sage-femme me pensait que je faisais vraiment un blocage émotionnel. Et je pense que, clairement, ouais, j'ai fait un blocage, quoi. Il y avait trop de peur qui m'habitait, qui m'empêchait de quoi que ce soit, je crois. Et un jour, vraiment, j'en ai eu marre. C'était 38 semaines. J'étais vraiment fatiguée parce que c'est des nuits et des nuits sans vraiment bien dormir. Je me rappelle, la journée, j'ai dit à mon chéri, on va faire un sommet qui est près de chez moi, qui n'est pas très haut, mais quand même. On va faire ce sommet-là. Et puis, on va déposer tout ce qu'on a déposé et tout. J'avais aussi pas envie de perdre ma place auprès de mon homme, quoi. Je me rappelle que je savais que je portais une petite fille, je savais que j'allais perdre une place vraiment que j'aimais avec mon chéri, quoi. Et j'avais pas du tout envie de la partager, cette place. Donc, je dis, ah, on va faire un rituel, on y va et tout. On est redescendu. Je n'étais pas dans le mood, quoi. Et ma sage-femme m'a conseillé, elle m'a dit, mais tu sais, Alison est à toi et ta tête. Donc, moi, je suis au potentiel. C'est clair que je dors très peu. C'est clair que j'ai beaucoup de peine à m'endormir. Ça tourbillonne toujours. Elle me dit, ben, est-ce que tu fumes de la marijuana? Et je dis, non, je n'ai jamais fumé, quoi. Donc, elle me dit, bon, alors, si tu n'as jamais fumé, je vais te prescrire du CBD. Donc, chez nous, en Suisse, c'est totalement légal, hein. Donc, c'est une version de marijuana sans THC. Et puis, elle me dit, ben voilà, ça va pas faire grand-chose avec ta tête parce que le CBD, ça fonctionne pas sur les gens comme toi, mais ça va permettre un petit peu de te détendre et puis de te relâcher, quoi. Et puis, je dis, ah, ok, bon, ben voilà. Et effectivement, on a fait un bain avec mon amoureux. Lui, il a pris du CBD aussi. Moi, j'ai pris du CBD, voilà, et tout. Puis lui, je le voyais qu'il était hyper détendu, qu'il était hyper chill. Puis moi, j'étais là, putain, mais moi, là, ça tourne toujours. Je suis pas détendue du tout. Enfin, c'était d'un frustrant. Et j'étais tellement frustrée que justement, j'ai quitté le bain. Je me suis dit, bon, je vais aller me balader. Et je suis allée autour de chez moi. Il y avait vraiment il y a vraiment un chemin, vraiment une bonne rampe, quoi. Et je me dis, bon, allez, j'y vais. J'ai déjà fait un sommet, mais j'y vais encore, là. Et j'y vais. Et c'était trop beau parce qu'en fait, plus j'avançais au haut du chemin et plus, en fait, la lune elle était plus grosse que le chemin, en fait. Je montais, elle était... Et j'avais vraiment l'impression que finalement, c'était elle qui m'avait appelée dans cet endroit, quoi. Et là, je suis subjuguée de beauté. J'ai jamais vu une lune aussi grosse, jamais vu une lune aussi orange. Et j'ai l'impression que quelque chose se passe entre elle et moi. Et puis que c'est comme si elle me disait,
tu vas avoir ton bébé demain, tu verras, tout va bien aller. J'étais là, ah, ok, la lune m'a dit. Et hop, je suis redescendue chez moi, quoi. Et je suis rentrée en étant hyper apaisée, alors que, bon, voilà. Et je me suis endormie. Alors, est-ce que c'est le CBD qui a fonctionné? Je ne sais pas. Peut-être. Et puis, j'ai dormi. Et au milieu de la nuit, j'ai ressenti une immense contraction. Et là, j'ai dit, OK, c'était 4-5 heures du matin. J'étais, OK, bon, là, ça va démarrer. Et j'ai appelé ma meilleure amie que je voulais vraiment qu'elle assiste à la naissance. Ma meilleure amie habite assez loin de chez moi, elle a 1 heure de route, mais 1 heure de route qui peut facilement être 2 heures si tu arrives pendant le moment où les gens vont travailler. Donc, je me suis dit, bon, OK, je vais lui dire que c'est pour aujourd'hui, puis je vais lui dire qu'il faut qu'elle prenne la route avant que les gens aillent travailler. Donc, je lui ai envoyé un message. Mais j'avais qu'une contraction. Et je me suis rendormie et tout. Puis elle est arrivée, du coup, vers 7 heures du matin. Donc, c'était tôt. Mais moi, je n'avais pas du tout de contraction. Donc, du coup, j'étais là, oh mon Dieu. Tu sais, je ne sais pas si ça va être aujourd'hui parce que je n'ai pas d'autres contractions, quoi. Et en fait, là, je me suis aussi dit, ah mon Dieu, qu'est-ce que je me mets la pression toute seule, en fait, parce que finalement, elle abandonne son boulot pour revenir à mon accouchement, alors que je ne suis pas sûre que j'accouche. Je fais ça tout le temps, là, depuis des semaines, à croire que j'accouche. Et puis là, du coup, j'avais encore la pression en plus de l'avoir fait venir pour rien, quoi. Donc, c'était vraiment très particulier. Et c'est vrai que, bon, s'est mis en place quand même quelques petites contractions. Et du coup, je leur ai dit, ah, moi, je sens quand même qu'il y a des trucs, tu vois. C'était vraiment très léger. Je leur ai demandé quand même de faire un feu parce que j'avais vraiment le fantasme d'accoucher avec un feu. Donc, je leur ai demandé de faire un feu et je me suis vraiment mis dans ma bulle, quoi. Et toute la nuit, il y avait une maman parce qu'en fait, cette année-là, on a créé une maison de naissance avec ma sage-femme et la maison de naissance était dans ma maison. Donc à l'étage du dessous. Et en fait, j'avais entendu qu'une maman avait accouché la nuit passée. Et j'entendais du coup son petit nourrisson qui criait. Et puis j'étais là, ah yes, ok, il y a une naissance. Par contre, c'est malvenu parce que, enfin, j'adore, mais en même temps, ma sage-femme n'a pas encore dormi, quoi. Donc je savais que ma sage-femme avait passé la nuit à donner naissance. Donc je me suis dit, bon, je me sens, il n'y a rien du tout, donc qu'elle aille dormir. Mais je lui ai quand même mis un message comme quoi, ben voilà, je sentais que ça allait être pour aujourd'hui, donc il fallait qu'elle rentre vite dormir. Et finalement, ça s'est mis effectivement un peu plus en place. Ça s'est mis en place vers les 10 heures, comme ça a commencé à rythmer. Et puis, j'ai demandé à ma sage-femme vers les 11 heures de venir. Elle est arrivée vers les 11 midi. Et je t'ai dilatée à 3, mais clairement, je sais, enfin, j'avais accouché 3 fois, que c'était pas tu sais, les contractions vraiment qui font, enfin, tu sais que ça avance, quoi. Je sentais que j'avais un truc qui bloquait, quoi. On a fait plusieurs positions, plusieurs choses pour que ça évolue. Puis en 1 heure, il n'y avait pas grand-chose qui avait évolué. Mais par contre, elle sentait qu'il y avait comme un petit bourrelet de colle, quoi. Un bout de mon col qui empêchait. Donc, elle m'a demandé si elle m'autorisait à essayer de rentrer le bourrelet de colle, ce que j'ai autorisé à faire. Ça a tout de suite décollé, quoi. C'est devenu les naissances que je connais. Chez moi, c'est pas doux, c'est plutôt intense et violent. Il n'y a pas de poésie, il n'y a pas il y a pas de choses très, ouais, c'est vraiment violent. Et là, vraiment, je suis partie vraiment dans mon vortex à fond à l'heure, mais un vortex où tu es coincé dans une cage, où tu es coincé dans tes traumas, où il y a tout qui remonte parce que tu sais que ça va être là, parce que tu reconnais, tu sais très bien, c'est le genre de douleur que tu ne ressens jamais ailleurs. Et en fait, tu ne veux pas. Et vraiment, je ressentais en moi le fait que je ne voulais pas. Je ne voulais pas pousser. C'était clair et net que je ne voulais pas qu'on me déchirait le vagin parce qu'en fait, finalement, je n'avais jamais accouché sans épisio. Et que là, en plus, je savais que mon bébé était très gros. En fait, j'ai toujours eu des bébés estimés gros. J'ai toujours accouché en avance d'ailleurs aussi. Donc, je pense que ce n'est pas pour rien que j'accouche en avance. Mais là, je savais que mon bébé était gros. Je savais que du coup, j'avais en plus cette mesure cicatricielle qui était basse. Donc, j'avais tout ça qui me prenait vraiment la tête, quoi. Et tu sais, j'étais dans la piscine d'accouchement et je tournais comme ça, mais vraiment comme un lion en cage, quoi. J'allais dans un coin, je me posais, puis tout d'un coup, je courais, puis je secouais ma tête, et puis j'allais dans l'autre coin, et puis, ouais, vraiment comme un animal complètement en détresse, quoi.
je me faisais mal au cœur, puis je m'en voulais, puis en même temps, j'avais cette capacité en plus de dire, mais nom de Dieu, qu'est-ce que tu fous, quoi? Et je voyais ma sage-femme qui commençait vraiment à être inquiète parce qu'elle avait 100% foi en moi, parce qu'elle avait été OK de me suivre dans tellement de délire, mais là, elle sentait que... Elle m'a dit, mais tu continues comme ça, Ali, je ne vais pas pouvoir continuer. Je vais être obligée de te transférer parce que si tu n'es pas OK de pousser, parce que je vois que ton bébé il est là et que tu ne veux pas pousser, et je suis restée comme ça 3 heures, hein, je ne peux pas pousser pour toi et je ne vais en tout cas pas appuyer sur ton ventre pour qu'il sorte ce bébé. Donc, il faut que toi, tu le veuilles. Et en fait, c'est dingue, mais en fait, je voulais qu'il y ait une poussée réflexe, chose que j'avais eue pour mon deuxième, où j'avais rien eu à faire. En fait, il y avait eu comme un piston de mon utérus qui avait fait. Je voulais qu'il y ait ça pour que j'ai plus de questions à me poser, mais je pense que mon mental était tellement fort qu'il m'empêchait d'accéder à ça. Il fallait que ce soit moi qui prenne la décision à ce moment-là. Autant à mon deuxième accouchement, il fallait que mon corps me montre qu'en fait, mon corps me dépassait. C'est vraiment, c'est extrêmement puissant, comme tout est tellement juste. Et là, vraiment, le message, c'était, en fait, c'est à toi maintenant d'aller. Et puis d'aller là où tu as peur, quoi. Ma sage-femme m'a dit, bon, écoute, on va partir avec Chantal. Donc, Chantal, c'est ma meilleure amie. On va partir. On va quitter la maison. Je vais te laisser avec Philippe. Quand je reviens, tu pousses. Elle est partie. Et moi, là, vraiment, je suis partie dans mes scénarios. En fait, je ne suis pas capable d'accoucher à la maison. Je pense que malgré que je connaisse tout ce qu'il faut connaître, peut-être ma zone de sécurité est l'hôpital. Et on va prendre la voiture et on va aller se diriger à l'hôpital. Donc ça, c'est mon discours à ce moment-là. Mon homme refuse. Il me dit, non, alors qu'on soit clair, ma fille ne naîtra jamais à l'hôpital. Je ne veux pas qu'on lui mette un bracelet au poignet pour l'étiqueter. Tu vas accoucher ici, comme c'est prévu. De toute façon, on n'atteindra pas l'hôpital, donc c'est ridicule. Et j'étais là, ok, voilà. Puis j'essayais vraiment de négocier avec lui, puis il était intransigeant. Donc voilà, c'était sûr que je ne pouvais pas quitter. Et du coup, j'entends ma sage-femme revenir, j'entends Chantal revenir, et puis elle voit à la cuisine, et puis là, je dis, j'ai à mon âme, je vais faire un essai de pousser. Tu vois, mais vraiment discrètement, pour que... Et je lui dis, tu sais, elle dit qu'elle est là, la tête, mais elle n'est pas là, la tête. Et puis il me dit, oh, je m'en fous, vas-y, fais ton essai. Et puis je pousse un petit peu, puis en fait, je me dis, oh putain. Et en fait, je sens en fait que la tête est là, mais en fait, moi, j'ai rien senti. Je n'ai rien senti mon bébé descendre. En fait, si tu veux, ça faisait un moment que sa tête était quasiment à mon périnée, un peu plus haut, mais vraiment pas loin. Je pense, ouais, entre mon rectum. Franchement, honnêtement, j'arrive. Mais je n'ai pas senti descendre ce bébé. C'est un truc de malade. Et j'étais, en fait, elle est là. Et puis il me dit, ben ouais, c'est ce que te dit Mélissa, quoi. Donc, mon God, okay, bon, ben go, il faut que j'y aille, quoi. Et là, je regarde ma sage-femme et je dis, bon, je vais pousser. Et puis elle me dit, ah, ok, cool. On va y aller alors, super. Et là, je lui dis encore, rappelle-moi, qu'est-ce que c'est que les douleurs d'une rupture utérine? Et elle me rappelle. C'est comme si, c'est comme ça. Est-ce que tu as mal là? Non, pas du tout. Alors tu n'as rien. Alors vas-y. Et je lui redemandais. Non, mais attends, avant que... C'est comment et c'était comme un truc, et puis c'était plus fort que moi. Je me rendais compte que je lui demandais ça plusieurs fois, mais je lui demandais quand même, quoi. Elle me répète. Elle prend le temps, elle me répète, elle me rassure, quoi. Et je pousse. Et en fait, la tête est grosse, la tête est énorme. Ça me fait super peur, mais je la sors, quoi, toute seule, comme une grande, sans aide de personne. Là, vraiment, c'est assez puissant. Et à partir du moment que cette tête, elle arrive et qu'elle sort, il y a comme un fil d'or, comme une énergie vraiment qui me relie enfin à mon bébé, chose que je n'avais pas eu en fait tout du long. Là, je ressens l'énergie de mon bébé, je ressens que mon bébé va extrêmement bien, je ressens que moi, je suis complètement OK, qu'il n'y a plus de problème. Là, tout d'un coup, pouf, c'est comme s'il y a vraiment... je suis de nouveau complètement ancrée, sans peur. C'était un ton suspendu. J'ai plus de contractions. Mais en fait, je ne m'abandonne pas à la peur. En fait, étonnamment, j'ai plus de contractions. Je vois Mélissa, je vois ma sage-femme qui s'agite.
Mais moi, là, je sens carrément que je me sors de mon corps. Alors, c'est une impression que j'ai déjà eue pour ma première. À ma première, j'ai eu ça, où vraiment j'avais quitté mon corps, je me voyais depuis en haut et je voyais les gens faire en dessus. Puis j'étais vraiment redescendue, mais vraiment sans rien de plus. Là, vraiment, je me revois vraiment en haut. Et je commence à voir, je vois qu'il y a ma grand-mère qui est en fait qui est sur mon lit à côté et qui en fait me dit que c'est OK, que tout va bien. Et puis voilà. Et vraiment, je suis dans cet espace-temps où je sens que tout va bien, mais que je sens l'émotion des autres comme si je les ressentais quand même. C'est très bizarre, quoi. Et c'est comme si, OK, ma sage-femme va pas bien. Elle s'inquiète. C'est pas son style de s'inquiéter. Il faut que je la rassure. Et là, c'est comme si, pouf, tu vois, je redescends, je suis de nouveau dans mon corps et je la vois s'agiter et elle me dit, est-ce que tu es d'accord de te retourner et puis de pousser? Je sais que ça fait un moment. En fait, elle m'a laissé un bon moment avec une tête dehors, mais que je n'avais pas de contraction. Je lui dis, mais j'ai pas de contraction. Le bébé va bien, tout va bien. Elle me fait, oui, mais elle m'avoue, mais j'entends pas sur le moment. Elle m'avoue qu'en fait, qu'elle pense qu'il y a un bout de cordon qui est quand même déjà un peu dehors. Donc, elle a peur, en fait, elle a l'impression qu'il y a une proévidence du cordon. Et chose qu'effectivement, sur les photos de mon accouchement, on voit quelque chose, effectivement, qu'elle a, mais... Donc, elle me dit, est-ce que ça t'embête pas, mais il faut que tu pousses parce que ça, voilà, ça la stressait, quoi. Elle essayait souvent de prendre ce bout pour essayer, je pense, de toucher s'il y avait le pouls, mais... Et donc, je me retourne pour pousser. Je ne me sens pas à l'aise d'être dans la position que je suis. Je me retourne et là, je pousse. Elle m'aide un petit peu parce que je sens que ça coince. Elle m'aide un petit peu à attraper les épaules comme ça. Il y avait en fait une brassière de cordon. Donc, elle retire la brassière tout dans l'eau, quoi. Et elle me donne mon bébé. Et là, vraiment, quand elle me donne mon bébé, donc elle me le donne toujours dans l'eau. J'ai vraiment le temps de voir arriver mon bébé. Tu vois, c'est pas genre elle me l'a sorti puis elle me l'a mis sur moi, tu vois. Vraiment, ok, elle m'a sorti sa brassière, elle me le laisse dans l'eau et puis moi, je peux encore vraiment en fait prendre le temps que j'ai besoin parce qu'à ce moment-là, je suis toujours pas ok de la prendre, ma fille, quoi. Je vois qu'elle est là, mais j'ai pas envie de la prendre encore. C'est comme si pendant cet entre-deux mondes, ben, elle est encore entre deux mondes, quoi. Puis je l'admire, je suis contente de l'admirer, mais il me faut juste le temps. Et ces quelques secondes dans l'eau, on peut, autant son père et moi, on peut l'accueillir vraiment, on la regarde dans les deux, on prend dans ce temps-là les deux, et puis ensuite je la prends contre moi, et puis après c'était vraiment OK. Après, c'est clair que rapidement, je retombe, ma fille ne pleure pas, je sens qu'elle est un peu prise, puis bon, bah, voilà, finalement, il n'y a pas de problème, voilà, elle va bien, et c'est un bébé qui va tout bien, mais voilà, c'était vraiment une traversée du feu, quoi. Une traversée du feu. La sage-femme dit que j'ai nettoyé, purifié des lignées, et j'en sais rien si j'ai fait ça, mais clairement, j'ai purifié ma lignée, la mienne, quoi, mon histoire, mon vécu, là, voilà. Et je pense que mes filles auront des autres histoires de naissance si elles décident un jour d'être maman. Et tout ça pour dire que c'était dingue parce que tu te dis, ben, j'ai accouché dans l'eau, alors que l'eau, c'est encore un élément qu'on ne dit pas, mais l'eau, c'est l'élément qu'on interdit pour les AVAC, pour les naissances après césarienne. La femme qui a eu une césarienne n'a pas le droit d'accoucher dans l'eau. J'ai accouché dans l'eau avec une potentielle prohibitance du cordon. Voilà, mon bébé va super bien. Et pas un pet de sang, quoi. Quasiment aucun pet de sang, quoi. Vraiment, mais ça me disait, enfin, ma sage-femme me disait, mais oh, c'est incroyable, mais j'ai rarement vu aussi peu de sang, quoi. Donc vraiment, le placenta est sorti vraiment hyper facilement. On a vraiment pu honorer tout ce qu'on avait à honorer. J'ai vraiment pu être en toute puissance, c'est-à-dire vraiment, j'ai pu pour la première fois me lever toute seule, sortir de ma baignoire pour aller dans une autre baignoire me laver. Voilà quoi, bonheur. J'ai pu rentrer dans mon lit, avoir ensuite tous mes enfants qui étaient là, et ça, ouais, c'était vraiment un cadeau. Je me rends compte que ce cadeau-là, c'est la cerise sur le gâteau. Tout le monde ne peut pas se permettre, enfin, même si tu as un accouchement à domicile, tu n'as pas forcément la cerise sur le gâteau de pouvoir y rester et de vivre ça en famille, quoi. Voilà un petit peu mes longues histoires. Waouh, merci, merci, merci. Toujours aussi fort et puissant d'entendre les récits, d'entendre justement cet empuissancement qui arrive comme ça.
Et je comprends tout à fait cette espèce d'obsession de vouloir un autre bébé après. Parce que moi, des fois, je me dis, j'en ferais bien un cinquième juste pour aller jusqu'au bout de ce que je voulais faire Mhm. et ne pas aller à l'hôpital. Et là, il Mhm. montrait que oui, malgré 3 césariennes, eh ben, on peut donner naissance chez soi. Mais bon, Mhm. Mhm. ouais, mais bon, après, quand même, il faut aussi s'en occuper après. Hein, ça ferait 5 quand même, donc bon. Ouais, non, clairement. Tu sais, moi, je me suis aussi dit, ah, ouais, à un moment donné, mon homme voulait un autre. Et puis tu es là, tu dis, ouais, bon, on pourrait faire, allez, cette fois, je pourrais enfin profiter de la naissance. Parce qu'en fait, là, finalement, j'ai aucune naissance, que tu sais, j'ai pu profiter. C'est-à-dire en étant consciente et en étant sereine, tu vois. Chacun de mes accouchements, jamais pu être sereine, jamais pu vivre vraiment la truc en étant détendue, en étant confiance en l'univers. Et je me dis, j'aimerais tellement vivre une naissance où en fait, je suis juste là. Et puis, je suis OK avec l'univers. Et puis, je suis OK de me laisser traverser. J'aimerais vivre ça. Et puis, après, je me dis, punaise, il me suffit d'un truc pour qu'en fait, mon plan de domicile, il me passe sous le nez. Et puis que c'est que, genre, parce que mon bébé est en transverse, parce que mon bébé est en siège ou je ne sais quoi. Bon, siège, je pense que je ne suis même pas sûre que j'irai à l'hôpital, mais transverse, par exemple. Et puis en fait, tu te refais un cycle de merde. Donc, c'est compliqué parce que je me rends compte de plus en plus que, en fait, le privilège d'une naissance, d'une grossesse physiologique, en plus avec l'âge qui avance, hein, forcément, une grossesse physio, une naissance totalement physio, eh ben, ouais, c'est un privilège aussi, tu vois. Donc, ouais, je prendrais plus le risque de risquer ce après quoi j'ai eu là. Pour moi, c'est ma cerise sur le gâteau, quoi. Donc, j'aurais pas envie. Mais je peux comprendre que dans ton cas, ouais, je pense qu'on peut toujours espérer mieux, tu vois. On peut toujours vouloir plus, 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 plus. Ah mais oui, mais c'est clair, mais tout à fait. Et après, je me dis que de toute façon, voilà, j'avais besoin de passer par là aussi, ben, comme toi aussi, comme la plupart, je pense, des femmes, quand on passe par des naissances traumatiques, même si c'est difficile de se dire que c'est notre chemin et que ben, on n'a pas à culpabiliser parce que c'était comme ça et qu'il fallait qu'on passe par là, c'est pas forcément facile à accepter, mais en fait, ça permet aussi ça nous permet de grandir et d'aller au-delà de ce qu'on pensait finalement. Je me dis toujours, au début, mon premier, je voulais aussi donner naissance chez moi. Si je l'avais fait, bah, j'en serais peut-être pas là où j'en suis parce que je me serais pas posé toutes ces questions-là, en fait. Mhm. Non, mais clairement. Mm. Moi, je pense que, tu sais, moi, on m'avait dit, alors sur le moment, j'avais vraiment pas du tout kiffé. Et quand j'avais eu ma césarienne, justement, on m'avait dit, ah, mais tu seras une tellement meilleure doula. Tu as une césarienne, tu auras eu vraiment beaucoup de vécu, tu pourras vraiment encore plus comprendre et te mettre à la place des femmes, etc. Et puis alors vraiment, à l'époque, non, non, j'avais pas envie qu'on me dise ça. Et en fait, je me dis, mais en fait, ils avaient raison, ces gens-là. C'est que finalement, ouais, je sais aussi, même si mon histoire sera jamais la même que la leur, mais je suis pas non plus dans du coup l'idéal, tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr, mais après, du coup, tu peux aussi comprendre ce besoin presque irrépressible, en fait, d'une voix basse après avoir eu une ou deux ou trois césariennes, en fait, ou plus. Mhm, Et parce que tu l'as vécu aussi, cette espèce de besoin et de certitude que ça va fonctionner, en fait. mhm, Alors, enfin, je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, pendant très longtemps, j'avais beaucoup de mal à prendre des décisions. Mais la décision que j'avais prise de donner naissance par voie basse à mon quatrième, c'était sûr. Je mhm. n'avais aucun doute là-dessus. Et c'était complètement nouveau pour moi. Je ne sais pas si toi, ça a été pareil ou ouais, le fait de vraiment avoir aucun doute. Non, je sais, c'est ça, c'est ça. Et mais j'accepte quand même que éventuellement ça se passe pas comme ça, mais c'est ce que je veux. C'est comme ça que ça va se passer. Ben, si tu veux, globalement, moi, j'ai eu déjà cette envie-là pour moi, ma première. Malgré que, si tu veux, mes histoires de famille font que tout le monde me disait, tu auras des césariennes, tu risques bien d'avoir des césariennes et tout. Et je m'étais dit, non, moi, j'aurais des voix basses.
j'aurais des voix basses, j'aurais des voix basses. Et c'était juste des voix basses, tu vois, à l'époque. Je m'en foutais de comment les voix basses parce que, ben voilà, tu vois, je voulais pas de douleur, mais je voulais un voix basse. Et c'était évident que après cette césarienne, de toute façon, évidemment que ça serait voix basse, mais c'était clair et net que ce serait à la maison. Et que, en fait, moi, vraiment, ça m'a créé tout ça, c'est qu'en fait, moi, je ne veux plus les hôpitaux. C'est vraiment un endroit que je ne veux plus être. Et souvent, je me dis, je risque bien d'avoir un cancer un jour parce que je me dis souvent, il faudra bien que je me réconcilie avec eux, j'imagine, tu vois. Alors, je ne vois pas d'autre option que de me faire un cancer, tu vois. Et puis d'en être dépendante et puis de me rendre compte que peut-être, tu vois, tu peux rétablir une relation correcte, quoi. Mais moi, pour moi, clairement, c'était, je me libère de tout ça, je me libère de tout. Ouais, en fait, moi, j'ai gagné en souveraineté, ce que toi, tu as eu aussi, d'ailleurs, fondamentalement. Oui. Mais est-ce que je suis comme toi, un bébé né par césarienne aussi? Ouais, Mais par contre, moi, je pense que inconsciemment, j'ai bloqué mon corps pour ne pas vivre les accouchements et les grossesses de ma mère qui ont été des boucheries, hein, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, voilà. Et malgré le fait que je suis la première je suis donc née par césarienne, elle a eu des voix basses après, mais qui ont été. boucherie, quoi. Ah oui, oui, une boucherie complète. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'en fait mes bébés sont restés en siège aussi, les trois sont restés en siège, hein, alors qu'il n'y avait pas de raison. Donc ce côté vraiment aussi qui est et psychologique et je sais pas, psychogénéalogique, bon, je sais pas comment on peut dire, mais je pense que ça joue pas mal. Ça joue pas mal. À Bon, partir dis-toi une chose, hein, c'est quand même un bébé en siège, c'est un bébé qui est en position physiologique. Et, ouais, et pour avoir vu des naissances en siège, moi je trouve que c'est des naissances qui, en fait, globalement, si elles sont bien accompagnées, se passent en généralement assez vite et bien. Simplement qu'on a perdu le savoir-faire et puis que souvent on fait des choses qui entravent le siège. Mais peut-être que tu aurais eu, si tu étais allé à terme, peut-être que tu aurais accouché en 2 heures, fini, terminé. Parce que ah, tu vois, voilà. Et c'est qu'en plus, tu te dis 3 fois des sièges, peut-être aussi que tu as une forme d'utérus ou une non. forme spéciale. Non, même pas. Ah non, non, j'ai demandé pour ma deuxième justement, Mhm. puisqu'elle était exactement dans la même position que son frère. Et ma troisième a été exactement dans la même position. J'ai demandé une révision utérine pour la deuxième et j'ai pas de malformation, rien du tout. Donc c'est vraiment super étrange en fait. Ouais, C'est vraiment ouais. très étrange. Mais en fait, c'est aussi la peur qu'on t'instille quand tu as le gynéco et que tu lui dis si, je veux essayer par voie basse avec un siège, c'est pas grave, je vais essayer. Et après, qu'on te dit oui, mais bon, c'est le plus dur hein, qu'il va falloir sortir hein, à la fin. Et il va pas falloir lâcher. Hein. Tu te dis oui, ben, bon, bah, peut-être qu'effectivement, t'as pas forcément la vision, tu sais, d'un accouchement qui est pas forcément ou violent ou douloureux, etc. On a vraiment tellement ça en tête que c'est une boucherie, un accouchement, hein, que non, tu te dis, mais donc si le début c'est déjà la boucherie et que je dois terminer par un truc encore pire, non, bah en fait, non, bah ok, on y va. De toute façon, par une césarienne sera plus simple. Non, mais clairement. Non, puis malgré tout, moi, tu vois, pour mon siège, il m'avait interdit, enfin, idéalement, il voulait que j'ai la péri. Puis moi, je refusais la péri. Il était OK que j'ai pas de péri. Mais au moment de pousser, il me dit quand même, bon, alors maintenant, on fait des essais de pousser. Puis il m'a dit un truc vraiment assez choquant. Par contre, je veux aucun cri. Hein. J'ai dit, ah, OK, ben, je crierai pas, quoi. Tu veux faire quoi, quoi? Mais pourquoi? Et je sais pas. En fait, tu sais, sur le moment, moi, c'était quand même ailleurs, quoi. Et puis après, bon, c'est un gynéco que j'ai jamais revu, donc ouais, je sais pas. Mais fondamentalement, je pense que voilà, c'est qu'au fond, il y a quand même ce côté où quand tu es sous péri, ben t'écoutes, effectivement, t'es pas dans les cris, quoi. Voilà. Puis il m'a dit, vous écouterez exactement ce que je vous dis, et puis quand je vous dirai d'arrêter de pousser ou de faire comme ci ou de faire comme ça, vous le ferez, hein, puis vous ferez pas comme vous voulez. Et puis j'étais là, bon, voilà, quoi. Après, ben voilà, t'es tout de suite mis à la page. Mais au final, moi, les accouchements au siège que j'ai vus, Dieu soit loué, pas avec cette personne-là. Comme tu as pu, je pense, voir ma vidéo complètement libre, c'est des naissances qui sont incontrôlables et extrêmement rapides, mais pour autant aussi que tu fasses rien, justement, quoi, que surtout aucune main.
Et tu vois, moi, de plus en plus maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que font ces sages-femmes et qu'est-ce que font ces gynécos à foutre leur putain de main et laisser ces bébés sortir, quoi. Ça me rend folle. Je sais que là, je jette sans doute un pavé dans la mare pour la plupart des sages-femmes parce que là, voilà. Mais clairement, il n'y a pas besoin de ses mains. Je sais pas si tu as vu ces magnifiques photos de bébés qui sortent en siège, mais tu vois ces mains de sage-femme qui viennent appuyer là pour dégager. Mais tu es là, mais il n'y a pas besoin. Hein, en fait, il suffit juste d'attendre 1 minute de plus, peut-être même pas. Et la tête, elle va descendre. Tu as juste à le réceptionner, ce bébé, quoi. Pas besoin de venir appuyer sur ce périnée. Là, qu'est-ce que tu viens appuyer sur ce périnée, quoi? C'est ça. Au contraire, c'est dans ce genre de naissance qu'il faut encore plus être hands-off, encore plus en Vraiment, retrait. Parce que le c'est risque, ça. justement, c'est que si la mère se met à stresser alors que la tête n'est pas encore sortie, c'est là que, justement, ça peut être catastrophique. Et C'est ça. c'est ça qu'en fait, ils ont tellement peur de ça que, ils veulent éviter ça, mais en voulant éviter ça, enfin, comme c'est comme pour tout, en voulant éviter les risques, et ben, on fait des complications. C'est ça. Et après, on sauve. Mais ouais. Ouais, il y a encore du chemin, quoi. Il y a encore. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, je me dis juste si déjà nos enfants peuvent avoir. Bon, voilà, moi, je travaille, je sème mes petites graines avec mes clientes, mais si mes enfants peuvent, si mes filles peuvent, en tout cas, être respectées, ça me ferait vraiment. C'est le truc, je pense que je pourrais me dire, yes, j'ai réussi. Et que les femmes de mes fils aussi, quoi. Même s'ils auront leur histoire, mais qu'au moins ils se sentent respectés, tu vois. C'est juste ça. Qu'ils sachent tout simplement Mhm, qu'effectivement, ils ont le choix, qu'ils ont le droit et que bah, oui, tout leur appartient en fait. mhm. Leur corps leur appartient et que bah, la souveraineté est là. Ouais, clairement. C'est ça. Merci pour ce podcast, hein. Bah, merci beaucoup, hein, vraiment. Comme tous les récits de naissance, ça va beaucoup inspirer. Ouais, j'espère. Beaucoup. Merci, Perrine. Je te souhaite une Bon, belle soirée, une belle nuit merci et merci à toi. et puis bah, à très très bientôt. À très bientôt.